Bienvenue dans la causerie tech, je suis Romain Parchna et je suis aujourd'hui comme d'habitude avec Arthur Faure. Salut Arthur. Salut Romain. Donc dans ce cinquième épisode de la causerie tech, il me semble, on va à nouveau vous parler de 3 sujets qui nous intéressent, un petit peu d'actualité ou de notre propre actualité. Arthur est en ce moment en train d'essayer la Sonos One, donc il va vous parler un petit peu de l'écosystème Sonos. On va ensuite parler de la nouveauté de la dernière annonce de Microsoft, la Microsoft Duo, leur produit avec 2 écrans. Et enfin, on va parler du sujet, je pense, du moment dans l'univers tech, le combat qu'a lancé Fortnite, enfin Epic Games, la société mère de Fortnite, face à Apple et Google. Ils les ont défiés de manière un petit peu forte. Et donc, on va en discuter, on va en débattre dans cet épisode de la causerie tech. Arthur, Sonos, on est parti ? Allez, on est parti. Et donc, comme tu l'as dit, j'ai testé depuis déjà plus de 3 semaines la Sonos One, qui est une enceinte qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, qui est une enceinte pas vraiment récente, puisque elle a déjà plus d'1 an, hein, il me semble, cette version en tout cas, la génération 2, la deuxième génération, qui a été complétée par, alors là, c'est la One classique que j'ai essayé, qui est complétée par la One SL. Qui est la version, qui est exactement la même version sans les assistants vocaux. Donc voilà, 3 semaines que je suis sur cette Sonos One. Et je voulais en faire un petit compte rendu de l'enceinte en elle-même, puis de l'écosystème, puisqu'il y a un vrai écosystème développé par Sonos et qui est assez spécial. Alors pour commencer, la Sonos One, c'est une petite enceinte relativement petite qui fait la taille environ du HomePod, par exemple, si vous voyez à quoi ça ressemble, qui est légèrement plus gros sinon que la Devialet Reactor, la plus petite des Devialet. Ouais. Donc c'est une enceinte, voilà, qui garde un design premium, qui est en aluminium, en plastique, un bon plastique, un peu moussé, un peu mou. Enfin, c'est voilà, niveau design, rien à redire. On est sur quelque chose de très beau, une enceinte premium, voilà, avec un design premium. Donc voilà, très cool. C'est une enceinte qui se veut aussi connectée, donc avec les assistants vocaux. Elle en possède 2. On a le choix, du moins, quand on configure cette dernière, et je vais y revenir, on a le choix entre l'assistant vocal de Google, donc le Google Home, alors qu'il ne s'appelle plus comme ça, il me semble, je sais plus comment ils l'ont nommé, enfin bref, voilà, tout le monde a la référence de Google Home, ou sinon l'assistant vocal d'Amazon, Alexa. Donc voilà, c'est une enceinte qui est dans l'air du temps en tout cas, et qui a de gros atouts niveau son, c'est un peu ce qu'on lui demande en tout cas, qui possède de très bonnes basses par rapport à sa taille, de très bons médiums aussi, qui est un petit peu moins bonne dans les aigus, mais au final est plutôt correcte. Et du coup, voilà. Moi, c'est une enceinte, en tout cas, que j'ai beaucoup appréciée et que j'apprécie beaucoup, que j'utilise quotidiennement pour plusieurs raisons, et on va y venir, du coup, par son écosystème. Mais avant ça, je voulais te demander, Romain, est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion d'entendre, ou est-ce que tu as un ressenti, en tout cas, sur le son d'une enceinte Sonos, par exemple ? Eh ben c'est une bonne question, et puis justement je connaissais Sonos de nom, mais j'avais jamais eu la chance de l'utiliser. Là, depuis désormais un peu plus d'1 mois et demi, je suis en stage chez Meaningful, c'est une agence de design, voilà, sur Paris, et dans l'agence on a justement une Sonos One, donc j'ai eu voilà un petit peu le plaisir de le découvrir. En effet, tu parlais tout à l'heure justement du style de l'objet, du design de l'objet, qui est vraiment pas mal par rapport aux autres assistants, hein, si on compare à Alexa, à un Google Home. Je le trouve un petit peu plus professionnel, un petit peu plus agréable visuellement. Comparé au HomePod, je trouve le design du HomePod un petit peu plus premium quand même, et tout en gardant une ambiance chaleureuse que le Sonos One a un petit peu moins, en tout cas dans la version noire que moi je vois à l'agence. Donc voilà, à ce niveau-là, ça c'est mon ressenti. Pour le son, je t'avoue que je peux pas vraiment te dire, je suis pas un grand audiophile en général, hein. C'est pas un sujet sur lequel je suis tatillon et sur lequel j'observe beaucoup. Le son me semble agréable, mais je pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Toi qui viens avant là t'étais sur, il me semble, un Amazon Alexa, la petite version, il me semble. J'imagine que ça doit te changer pas mal.
Alors ouais, j'étais sur une Alexa Echo Dot, donc la plus petite version noire, qui a très peu de basses, même si il faut le reconnaître, qui reste une bonne enceinte pour un petit appartement. Là, ça change pas mal, ouais. Niveau qualité sonore, on est sur quelque chose de beaucoup plus premium, comme je disais, un son beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus rond, avec beaucoup plus de basses surtout. Donc ouais, c'est quelque chose de cool. T'as raison de souligner et de comparer avec le design du HomePod du coup, qui paraît plus chaleureux. C'est quelque chose que je partage aussi parce que le HomePod est constitué avec un petit peu plus de matière texturée, de tissu, de choses comme ça autour. Donc il y a un design un peu différent. C'est vrai que il y a ce côté chaleureux que la Sonos n'a pas, puisque voilà, c'est de l'aluminium. Moi, je l'ai en version blanche, donc un aluminium brossé blanc, avec cette grille autour et voilà, et cette surface tactile sur le dessus qui est plane. C'est vrai qu'il y a un côté un peu moins chaleureux, un peu moins mignon dans un intérieur. Après, c'est deux écoles, deux ambiances, hein, honnêtement. C'est ce dont on parlait dans notre second épisode de la causerie tech avec la PS5. Voilà, c'est un design qui peut se discuter, mais qui en tout cas reste joli et agréable à l'œil. Donc c'est plutôt cool. Moi, je voulais du coup parler un petit peu plus de l'écosystème qui va avec cette enceinte, parce que quand on achète cette enceinte, alors déjà, il y a des inconvénients dès le début quand on l'a. C'est une enceinte qui ne possède pas de Bluetooth, par exemple. Alors là, ça va faire grincer les dents chez beaucoup. Voilà. Pas de Bluetooth sur une enceinte, alors qui n'est pas une enceinte portable, hein, je tiens à le rappeler, c'est une enceinte filaire, hein, qui est branchée sur secteur, donc qui ne va pas bouger, une enceinte qu'on garde à domicile. Et donc sur cette enceinte, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de prise auxiliaire non plus, ni optique, ni jack, ni rien. On est sur sur une enceinte qui a pour seule entrée une entrée Ethernet, un RJ45. Donc c'est assez marrant, ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Et en fin de compte, le fonctionnement est plutôt cool parce que c'est une enceinte qui est plug and play. On a juste à la déballer, à la poser, soit à la connecter en Wi-Fi grâce à l'application qui reconnaît directement l'enceinte dans la pièce, ou alors en branchant directement, et c'est le choix que j'ai fait, en branchant un câble Ethernet à son dos. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez spécial. Et là, vous allez me dire, mais comment on peut communiquer avec cette dernière et envoyer du son dessus? C'est exactement en fait, ce que j'allais te demander, Arthur. Comment ça fonctionne si on n'a pas de Bluetooth? Alors, ça fonctionne via Wi-Fi. Alors, pour les détenteurs de produits Apple, c'est génial parce qu'on peut passer directement par AirPlay, AirPlay 2, donc très pratique, disponible sur le Mac, sur ton iPhone, sur ton iPad, ton Apple TV, etc. Pour les autres utilisateurs, c'est un petit peu plus contraignant. Ils seront obligés de passer obligatoirement par l'application, ou maintenant du coup sur la deuxième génération de la Sonos One, grâce aux assistants vocaux. Mais bon, c'est vrai que c'est un mode de fonctionnement un petit peu spécial. Moi, étant donné que je suis dans l'écosystème Apple avec un Mac, un iPhone, etc., je me suis dit moi c'est une enceinte qui m'est destinée, mais c'est vrai que j'aurais pas craqué pour cette dernière si j'étais sous Android par exemple, ou sous Windows. Donc voilà, c'est un petit peu spécial. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez sympa. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses de ce fonctionnement sous Wi-Fi uniquement et sur AirPlay 2 justement. Ah bah ça, clairement, c'est un vrai sujet, moi, qui m'intrigue pas mal, hein, parce que Sonos, c'est quand même un acteur du coup de ce marché-là depuis quelques temps maintenant, et il me semble que depuis le début, ils ont fait un petit peu ce choix, en gros, d'être compatible avec les appareils Apple. Et pour les autres, faut vraiment être très motivé pour acheter un produit Sonos si on n'est pas dans l'univers Apple, parce que autant AirPlay est très bien foutu quand c'est intégré nativement, autant si tu dois passer par une application spécifique Sonos pour envoyer la musique, ou passer par un assistant vocal, bon, ça coupe bien sûr l'utilité du produit, surtout quand on voit qu'il y a plein de concurrents qui permettent exactement les mêmes choses, mais avec du Bluetooth classique comme on a l'habitude d'utiliser. Donc ça, c'est un choix très spécifique à Sonos qui restreint quand même, à mon sens, hein, pas mal leur public cible, parce que du coup, c'est clairement à déconseiller pour toutes les personnes qui ne sont pas dans l'écosystème Apple. Hein.
Oui, alors après, pour leur avantage, ils ont quand même une très bonne application, hein, qui est extrêmement bien développée, très pratique à utiliser et qui regroupe énormément de services de streaming audio. Et quand je dis énormément, je pèse mes mots. On en recense plus d'une trentaine quand même dedans. Donc Ok, c'est quand ouais. même quelque chose d'énorme, dont une grande majorité dont je n'avais jamais entendu parler, hein. On a les classiques, on a Spotify, Apple Music, Prime Music, etc., etc. Deezer, on a TuneIn aussi pour la radio, qui est quelque chose de plutôt cool sur cette enceinte. Et après, on a tout un tas d'autres acteurs du streaming audio. Donc c'est quelque chose qui est plutôt cool et plutôt fonctionnel, même sous Android et Ok. d'autres smartphones. Ouais, Donc c'est il y plutôt a des cool. possibilités à ce niveau-là. Après, ce qui est peut-être un petit peu dommage, enfin, ça va s'expliquer très facilement, hein, mais c'est que du coup, ils ont intégré Alexa et Google Home. C'est bien de laisser le choix aux utilisateurs. Les deux à la fois, bon, je pense qu'il y a pas vraiment de cas C'est d'usage. c'est Mais même pas utilisable à la fois. ok, On doit ouais. Il y a choisir dès vraiment le un choix à début l'un faire. ou l'autre. Ouais. Mais ce qui pourrait être bien, du coup, vu que c'est une enceinte qui s'intègre vachement bien dans l'écosystème Apple, c'est d'y proposer Siri. Bon, j'imagine qu'Apple ne sera bien sûr pas d'accord, ou pas dans l'immédiat, mais finalement, dans la logique, c'est ce qui aurait été le plus cohérent. Ouais, tout à fait. Étant donné que c'est une enceinte qui se destine principalement à des utilisateurs iOS et du moins de l'écosystème Apple, c'est vrai que Siri aurait été de mise là-dessus. Et ouais, c'est vrai que c'est un choix un peu incompréhensible, mais qui d'un côté peut se comprendre par la position d'Apple justement, hein, Ouais. de vouloir restreindre son assistant vocal à son enceinte. C'est un choix. Moi, je le comprends plutôt bien quand même. C'est à peu près normal. Et puis entre nous, je préfère largement Alexa à Siri, hein. Elle est un peu moins stupide. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. Finalement, je me m'auto-contredis dans ce que je veux dire, mais c'est peut-être pas si mal, parce que finalement, du coup, avec cette enceinte Sonos, on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire AirPlay, qui est excellent, très pratique, et en même temps un Alexa ou un Google Home qui est plutôt bien évolué par rapport à un Siri un petit peu désespérant. Donc, en fait, c'est d'ailleurs, il me semble, un des seuls produits à être aussi bien intégré dans l'écosystème Apple, mais permettant d'utiliser un assistant vocal intéressant. Ouais, parce qu'en face, on a les deux Vialet, hein, comme je Ouais. parlais au début, qui elles sont aussi sous AirPlay, mais qui gardent quand même une compatibilité Bluetooth. Mais bon, fonctionnent vraiment sous AirPlay, très bien sous AirPlay, donc voilà. Mais par contre, qui ne possèdent pas, et aucune d'entre elles, d'assistant vocal, donc d'assistants vocaux. Donc voilà, c'est quelque chose d'à part. Pour moi, c'est l'enceinte qui se marie le mieux avec l'écosystème Apple. Et d'ailleurs, c'est une petite crainte que j'avais, le fait d'utiliser uniquement AirPlay. Je m'étais dit, parce que moi, c'est une enceinte que j'ai pris en remplacement, alors certes de mon Echo Dot, mais aussi d'une enceinte Bose que j'avais, qui était reliée du coup à mon setup, et du coup dont je voulais me séparer. Je me suis dit, est-ce que si je fais sortir le son de mon ordinateur lorsqu'il est branché sur mon écran externe, est-ce que je vais avoir un son de qualité et un son surtout sans latence? Et c'est vraiment une crainte que j'avais, étant donné que ça passe que par du sans fil et pour le coup du Wi-Fi. Je me disais, est-ce que il va pas y avoir une certaine latence, quelque chose comme ça? Et au final, pas du tout. Alors je pense que j'ai pas de certitude par rapport à ça, mais à mon œil, je vois que quand je lance un contenu sur mon ordinateur et que je suis en AirPlay, il va y avoir une petite latence créée par l'ordinateur. Alors, enfin, je suis sur macOS, donc je me demande si c'est pas macOS qui fait en sorte de ralentir la vidéo pour essayer de se caler sur le son qui va sortir. C'est quelque chose que je me demande, c'est un petit ressenti qui ne se passe pas en tout cas quand je suis en Bluetooth, connecté sur une enceinte Bluetooth. Donc voilà, ça pourrait être intéressant, il faudrait que je creuse le sujet, mais ça ne m'étonnerait pas que ça fonctionne comme ça. Et du coup, pour y répondre, il y a vraiment très très peu de latence. C'est quasiment pas perceptible, en tout cas, quand on utilise l'enceinte et qu'on fait sortir de la vidéo en même temps.
Ok. Enfin, qu'on regarde une vidéo et qu'on fait sortir le son. Donc voilà. Et ça d'ailleurs, c'est un réel avantage parce que cette enceinte, et d'ailleurs, elle est un peu vendue comme ça sur le site de Sonos, qui est d'ailleurs une enceinte vendue 229 €, donc qui est assez onéreuse entre guillemets. Elle est vendue, on va dire, et d'ailleurs, il est possible d'acheter des packs de 2. Mais voilà, on parle beaucoup d'en acheter 2, ou du moins la compléter avec une autre, style une Sonos One SL, qui n'aura pas l'assistant vocal, parce qu'il n'y a pas l'utilité d'avoir deux assistants vocaux. Mais du coup, qui est un peu vendu par paire et qui permet donc de faire de la stéréo sans aucun câble, et principalement relié à l'Apple TV d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc on y vient un peu à cet écosystème qui du coup permet de faire évoluer son installation Sonos en la complétant à la manière un peu d'un puzzle. On peut rajouter des pièces qui vont du coup compléter sa propre installation. Par exemple, créer un home cinéma en partant de juste une enceinte Sonos One. On pourra rajouter la barre de son qui ira sous la télé, qui va pouvoir se connecter avec cette enceinte, qu'on pourra connecter à une autre pour faire un son stéréo et un surround, bien sûr. Donc c'est super cool. Je trouve que tout cet écosystème est vachement bien foutu. Comme je disais, c'est du plug and play, hein. On n'a même pas besoin de se soucier de l'appairage, etc. Tout se fait automatiquement sur l'application au moment où on la branche, où on les branche. Donc c'est plutôt cool, et il y a moyen de faire un setup TV extrêmement clean avec ces enceintes de part et d'autre, comme sont vendues d'ailleurs sur le site, dans les illustrations du site. Ça pourrait être super cool. Après voilà, c'est des choses qui sont très onéreuses, qu'on peut compléter, par exemple si on veut aller encore plus loin avec un caisson de basse, la Sonos Sub, la Sonos Beam sous la télé qu'on peut mettre. Enfin voilà, il y a énormément de produits dans la gamme qui peuvent être compatibles entre eux pour produire quelque chose de qualité, un vrai setup de son. Je dirais pas pour puristes, mais pour personnes un peu audiophiles qui kiffent le son quand même. Ok, ouais, on voit que c'est un bel écosystème bien travaillé avec des bons produits. Pour conclure sur ce sujet, ce produit, tu le recommanderais à qui et tu le déconseillerais à qui? Alors, c'est une question assez simple à répondre puisqu'on en a un petit peu parlé. C'est un produit que je recommande à 200% pour des utilisateurs de l'écosystème Apple principalement. Et d'ailleurs, on va venir sur le point que je déconseille, c'est je le déconseille aux autres, aux personnes qui n'utilisent absolument pas l'écosystème Apple, parce que c'est un peu contraignant. Pour ceux qui sont sur cet écosystème, c'est un vrai plaisir niveau son. On est sur quelque chose d'excellent, beaucoup de basses, des médiums très très bons, un écosystème qui du coup n'est pas sans rappeler celui d'Apple, donc on n'est pas tellement dépaysé. Voilà, il y a tout un tout un environnement autour de cette enceinte et de ces enceintes qui du coup s'adresse vraiment à l'utilisateur et en tout cas à la personne qui aime Apple. Je compléterai aussi ça par il faut que la personne soit réellement technophile, hein. C'est une enceinte qui est pas destinée vraiment à tout le monde, même si elle est plug and play, comme je disais, très simple à configurer, très simple à utiliser. C'est un peu un produit de passionné tech, parce que voilà, on est sur quelque chose d'encore un peu qu'on pourrait qualifier de produit de niche, qui est pas tellement utilisé, car compatible que en AirPlay, avec beaucoup de contraintes, un design un peu futuriste en soi, et aussi un peu élitiste, hein, dans son design et dans son prix. Donc c'est plutôt cool. Je la recommande aussi du coup à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de passer sur de la Devialet. C'était un peu mon cas, hein. J'aurais aimé avoir une Devialet Reactor, Ouais, pas mais le même prix, hein. mais bon, voilà, c'est pas le même prix. Donc la Sonos One fait extrêmement bien l'affaire, et donc voilà, je la déconseille à tous les autres en tout cas. C'est un produit qui est vraiment ciblé, il faut y réfléchir à 2 fois. Avant de passer le cap, il faut aussi l'écouter. Voir parce que le son, c'est un peu comme l'image dans les télévisions, les écrans. C'est quelque chose qui est un peu relatif à chacun. Il faut voir si l'image nous correspond, si on se sent bien avec elle. Et là, c'est pareil pour le son. Il faut qu'on trouve sa patte sonore, on va dire, tu vois. Ah, c'est beau. Donc voilà. C'est Ouais, beau mais tout ça. c'est beau, C'est mais poétique, c'est quelque disons. chose que j'ai remarqué. Donc voilà, moi je vous recommande d'aller l'essayer. La Sonos One en tout cas est disponible dans toutes les Fnac, quasiment toutes les Fnac, et loin de moi l'envie de faire de la publicité Le pour la Fnac. vendeur. Voilà, donc allez essayer cette enceinte, écoutez-la ou chez vos proches avant de passer le cap. Mais honnêtement, voilà, si vous répondez aux critères que j'ai cités, n'hésitez pas et foncez pour cette dernière.
Alors, je vous rassure, on n'est pas du tout commissionné par la Fnac. Pas du tout. Arthur l'a fait une petite offre promotionnelle complètement volontaire. Est-ce qu'on passe à la suite après cette page de pub improvisée? Page de pub non volontaire, hein, évidemment, et à contre-cœur, mais je suis tout à fait d'accord pour passer sur le second produit dont tu voulais nous parler, qui était donc la Microsoft Duo, Surface Duo, excuse-moi. Ouais, en effet, on va parler de ça. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de l'essayer. Toi non plus, Arthur, tu n'as pas eu la chance de l'essayer. Et on n'est pas prêt de l'essayer parce que ça va sortir uniquement aux États-Unis dans un premier temps. Donc ce produit, c'est en effet la Surface Duo qui avait été annoncée par Microsoft fin 2019 lors d'une conférence, avec la Surface X également. Mais sans date de sortie à l'époque, sans trop d'informations. Ce sont deux devices avec deux écrans, des devices pliables, avec deux écrans séparés, hein, pas des écrans pliables comme on a pu voir chez Samsung ou chez Huawei, mais vraiment juste deux écrans accrochés autour d'une charnière et qui produisent un produit un petit peu nouveau, un petit peu différent. Et donc, la semaine dernière, Microsoft a annoncé la date de sortie de la Surface Duo, qui est le petit appareil avec deux écrans de 6 pouces environ, il me semble, pour une date de sortie le 10 septembre 2020, uniquement aux États-Unis. Un appareil que je trouve un petit peu intéressant, un petit peu intriguant. Il a un look moyennement moderne en fait, avec beaucoup de franges, c'est-à-dire les écrans sont pas du tout bord à bord, c'est pas de l'écran pliable, donc en fait c'est des technologies qu'on utilise, qu'on connaît depuis longtemps. C'est Microsoft, mais ça tourne sur Android. Enfin voilà, c'est vraiment un produit intriguant. Quelles ont été tes premières impressions ? Alors moi, mes premières impressions ont été que j'avais l'impression de faire face à une Nintendo DS. Et c'est vrai, hein, et d'ailleurs dans la conférence qu'il y avait eu il y a quelques temps, je me souviens plus de la date, on les voyait l'utiliser à la même manière qu'une DS, hein, de façon horizontale, donc assez marrant. Donc ça me fait rire quand tu parles de design modérément novateur. Donc ouais, c'est vrai que c'est un petit, moi c'est ce qui m'a surpris en tout cas, c'est le design. Ces deux écrans, bon bah c'est pas une prouesse technologique non plus, donc rien de fou sur ce sujet-là. Par contre, ouais, très surprenant le fait qu'elle tourne sous Android. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer, honnêtement. Pourquoi ne pas la faire tourner sous une version modifiée de Windows, par exemple? C'est un peu plus vrai pour il me semble c'est la X, ouais. la version plus grande. C'est qu'elle, il me semble, tournera sous Windows pour le coup. Ouais, et ben pourquoi ne pas avoir décliné la X dans un modèle plus petit que serait la Duo, mais en la faisant toujours tourner sous Windows, parce que là je comprends pas trop le truc. Windows essaie de développer son store quand même. D'ailleurs, c'est un peu l'objet de son arrivée sur si on peut appeler ça une tablette, hein, la X quand même, qui est quand même assez grosse. Ouais, voilà, qui est, elle, pas encore annoncée, hein, la X. Voilà, qui n'est pas encore annoncée, mais qui aura du coup et bénéficiera du store qui est déjà disponible d'ailleurs sur Windows, hein, Windows 10 classiquement. Donc pourquoi ne pas avoir mis Windows sur le Duo? Est-ce que c'est pas pour rappeler un petit peu l'échec de Windows Phone? Je sais pas, peut-être. Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai été un long utilisateur, enfin du moins un utilisateur pendant plusieurs années de Windows Phone. On s'en rappelle. J'y croyais et pourtant. Donc ouais, c'est quelque chose qui me déçoit un petit peu, le fait qu'elle tourne sous Android en tout cas. Eh bien, je pense avoir une explication pour toi. Je t'écoute. Tu vas me dire si elle te satisfait. Premièrement, cette Surface Duo, malgré qu'elle est plutôt un format de tablette, elle est présentée comme un téléphone, c'est-à-dire vraiment sur la page de vente, hein, on peut l'appeler comme ça, on voit des photos de personnes qui s'en servent comme un téléphone lorsqu'elle est pliée. Donc Windows ne doit probablement pas gérer cette partie Apple nativement. Donc ça aurait demandé une version un petit peu spécifique. Et surtout,
pour moi, Samsung, notamment avec le Fold, est en train de pousser la compatibilité de certaines applications avec le fait d'avoir un écran pliable qui change de format entre quand c'est ouvert ou fermé. Et du coup, intégrer Android là, ça veut dire qu'on a deux acteurs majeurs qui vont pousser les développeurs d'applications à créer des applications qui vont s'adapter au format. Et donc je pense en fait c'est plus un problème technique d'emmener les développeurs avec la technologie, même si la technologie de Samsung et de Microsoft est très différente, hein, mais peut-être que Microsoft aurait eu du mal à emmener les développeurs d'applications Windows vers cette transition de gestion de différentes tailles d'écran finalement. Alors que sur Android, ce mouvement est déjà en cours, initié par Samsung, par Huawei, dont on n'entend plus trop parler quand même par rapport à leur écran pliable. Donc pour moi, ce serait une partie de la réponse. Ouais, et ce serait pas non plus délirant étant donné que c'est un peu ce qui avait causé la fin de Windows Phone, hein. Le manque d'applications, le fait que les développeurs n'aient pas suivi sur cet OS, c'est vrai que c'est un peu la raison de l'échec, et peut-être que Windows, enfin du moins Microsoft, n'a pas voulu réitérer cet échec. Ça peut se comprendre. Après, on n'est pas sur un écran réellement pliable, donc c'était un peu plus simple à faire évoluer des applications qui sont déjà présentes sur le Windows Store, j'imagine. Donc, ou du moins l'afficher que dans une partie. Mais c'est vrai que là, on est sur un écran un petit peu moins grand, donc bon, sur le X, c'est pas dérangeant. C'est vrai que sur celui-ci, du moins, ça aurait pu être un petit peu plus compliqué à voir. Mais ouais, je pense que tu as déjà une grosse partie de la réponse en traitant des développeurs. Bien sûr, si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez jamais vu la Surface Duo, n'hésitez pas à aller faire une petite recherche internet rapidement. Vous arriverez mieux à vous immerger dans le débat. Mais donc, ouais, vraiment ces deux écrans. Après, en termes d'utilisation, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Notamment la charnière qui a l'air de permettre de disposer l'appareil dans plusieurs positions, c'est-à-dire soit ouvert vraiment à la manière d'un livre, soit avec une seule face utilisable plutôt comme un grand téléphone, mais également bloqué dans une position à 90 degrés pour en faire une mini télé, on va dire, ou également pour l'utiliser un petit peu comme un ordinateur, comme c'est montré sur certaines photos proposées par Microsoft, c'est-à-dire vraiment presque la DS dont tu parlais tout à l'heure, vraiment ce format de DS là, avec un clavier numérique qui apparaît sur la surface digitale posée, on va dire, au sol, sur la table, et qu'il transforme en mini ordinateur et vraiment dans le format auquel on est habitué. Et en fait, je pense que c'est ça qui est le plus fou dans ce produit et qui m'intrigue le plus, et peut-être qui a fait qu'on a voulu en parler aujourd'hui, c'est qu'il est super multiforme, on va dire. Il peut adopter la forme d'un téléphone, d'une tablette, d'un livre, d'un petit ordinateur portable, et j'oublie peut-être encore des cas d'usage, d'une DS. Et finalement, en fait, il n'a pas de forme spécifique définie, il a plein d'usages possibles, et peut-être que seul l'avenir nous dira quels sont les vrais usages, les vrais usages de cet appareil, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est intriguant chez lui, c'est le fait qu'on puisse l'utiliser sous plusieurs formes. Mais c'est quelque chose qui aussi me fait poser des questions. C'est est-ce que c'est pratique à utiliser, par exemple pour passer un appel ou quelque chose comme ça. Donc l'ouvrir en entier, retourner et on va dire mettre dos à dos ces écrans. Du coup, avoir un écran qui est contre sa main et un autre contre son oreille. Est-ce que c'est pas dérangeant à l'utilisation? J'en ai aucune idée, j'ai jamais essayé ce type de produit, mais c'est quelque chose qui m'intrigue. Ouais, je me demande si dans l'utilisation c'est quelque chose de pratique et d'agréable, par exemple, parce que un smartphone c'est quand même le produit, on va dire, du moins l'objet qu'on utilise le plus dans la journée pour la grande majorité d'entre nous. Donc si on a un produit qui est pas tant pratique que ça, au contraire du Fold, hein, par exemple, du Z Fold, excuse-moi, c'est ça, Z Fold, ouais, Ouais. qui lui a un écran quand même
on va dire plus classique en son extérieur, pour pouvoir juste passer des appels ou faire ce qu'on fait de basique sur un smartphone, qui du coup garde ce côté pratique. Là, on l'a pas, ce côté pratique. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Beaucoup d'utilité dans ces différentes formes, comme la forme, on va dire laptop. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, qui est cool, qui me fait encore poser la question pourquoi c'est pas sous Windows, étant donné qu'on le présente sous forme d'un laptop. Mais bon, soit. Je reste attaché à Windows Phone un petit peu quand même. Mais voilà, moi, c'est un produit que je trouve bizarre. Voilà, Ouais. c'est ce qui le caractériserait le plus. C'est un produit aussi qui est quand même assez onéreux, hein. On le rappelle, il est à quasiment $1 400, hein, Ouais. 1399 $. 1399 annoncé pour la version de base, quoi. Voilà, donc c'est quand même assez onéreux pour au final une technologie pas incroyablement avancée. Donc ouais, après avoir, moi je pense que c'est un produit, j'aurais eu tendance à dire un produit qui s'adresse à des technophiles encore, mais pas tellement, parce qu'au final la technologie n'est pas incroyable dessus. Donc est-ce que un technophile va pas avoir tendance à se tourner plus vers un Fold s'il a les moyens, que vers un Duo? Je sais pas, c'est un produit intriguant en tout cas. Ouais, c'est un produit intriguant, bizarre, je pense, c'est vraiment le mot. Et là, tu vois, je suis encore sur la page de présentation du Surface Duo sur Microsoft, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça peut-être l'erreur. Je parle un peu vite, hein, mais en tout cas, le petit souci dans ce produit, c'est que Microsoft eux-mêmes n'ont pas l'air de savoir à qui est destiné ce produit et quels vont être les usages de ce produit. Et c'est ça qui en fait un objet où on se dit peut-être pas, on verra. Et ça risque d'être problématique, je pense, pour les ventes du produit et donc la réussite, le futur de ce produit. Ouais, c'est ça, parce que même, tu vois, j'y suis aussi. Quand on regarde les images de mise en situation du produit par Microsoft, on y voit tout type de personnes, des jeunes qui se divertissent dessus et qui envoient des messages, une dame qui a plus l'air d'une femme active et qui du coup est au téléphone, des choses comme ça. On voit aussi des éléments avec un stylet qui peut suggérer un côté un peu créatif. Beaucoup de choses, beaucoup trop de choses justement, en gros le produit ne se positionne ni comme un produit pro, ni comme un produit de divertissement, ni comme un produit on va dire casual, enfin pour tout le monde qui pourrait rester un peu à la maison pour faire des choses. Non, rien. On sait pas trop à qui ça s'adresse, à quoi il peut servir. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu là-dessus qu'ils se perdent, hein, faire un produit un peu couteau suisse qui au final a peu d'utilité chez les 3/4 des personnes et qui aura du mal, je pense, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais qui aura du mal à trouver sa cible. Ouais, clairement, ça ressemble beaucoup à un produit qui fait un peu tout, mais finalement qui fait surtout un peu rien. C'est beau ça, c'est beau. Ah, c'est philosophique. T'avais terminé voilà, de nous présenter le Sonos sur des belles citations. J'ai essayé de réaliser, mais il va falloir un petit peu encore d'entraînement, je crois. Je suis pas convaincu. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Tu me flattes. Alors, je pense qu'on peut enchaîner sur le prochain sujet qui n'est pas des moindres quand même. Non. Eh bien, comme tu veux. Tu veux continuer de nous parler de ce produit intriguant? Oui, je veux répéter que c'est intriguant. Non, je déconne. D'accord. Allons sur Fortnite. Ça, c'est un bon sujet passionnant qui va éveiller les débats. Allez, on enchaîne du coup sur cette guéguerre entre Fortnite, alors guéguerre, non, grosse guerre quand même, entre Fortnite, du moins Epic Games, et Apple, et aussi, mais on va le mettre un petit peu plus entre guillemets, et Google, qui est aussi compris dedans, mais qui n'est pas le principal visé, et on va comprendre pourquoi. Donc c'est une petite guerre qui a éclaté le soir du 14 août, il me semble, si je me trompe pas. Donc c'est très récent, hein, c'était la semaine dernière. Comment ça s'appelle? Epic Games a fait une annonce, du moins à travers une mage, a décidé d'intégrer une nouvelle fonctionnalité à sa boutique, le fait de pouvoir contourner le paiement par l'application en elle-même et du coup passer en direct chez Epic Games. Alors, pour resituer un peu la chose, pour que tout le monde comprenne bien, quand on fait un paiement par exemple sur une application
ou d'ailleurs quand on achète une application sur l'App Store, Apple prend une commission qui n'est pas des moindres, qui est de 30%. Et cette dernière s'applique aussi pour les achats in-app. Par exemple, pour Fortnite, si on achetait des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, ou des skins ou autres, on devait passer du coup par ce fonctionnement d'achat in-app qui était donc contrôlé par Apple et donc ponctionné par Apple aussi de 30%. Ouais. Et donc là, et il en est de même pour Google. C'est la même chose. Et il en est de même pour Google évidemment. Mais du coup, Epic Games a décidé d'intégrer à sa boutique, à la boutique du jeu Fortnite, la possibilité donc de passer en direct par Epic Games, alors par le site d'Epic Games. Donc il me semble que ça redirigeait vers le site et qu'on pouvait acheter avec son compte dessus, et ce qui permettait de contourner un petit peu, ce passage par Apple, en tout cas ce contrôle par Apple. C'est quelque chose qui était pas nouveau, hein. On se souvient, Spotify, il y a 1 ou 2 ans, avait fait la même chose avant de vite revenir en arrière, et on comprend pourquoi, étant donné que là, Epic Games, Fortnite, s'est fait bannir de l'Apple Store, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il se fasse aussi bannir du Google Play Store. Pour cette raison aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui a un peu embrasé la sphère tech, embrasé les réseaux sociaux, parce que voilà, ça a fait un gros buzz. Epic Games avait un petit peu tout prévu en lançant dans la foulée son hashtag free Fortnite free, ou free Fortnite, il me semble, quelque chose comme ça. Avait aussi prévu et anticipé du coup sa plainte envers Apple et Google, du coup une plainte dans laquelle il reprochait à Apple et Google de faire preuve d'abus de position dominante, donc quelque chose qui est plutôt grave, hein. Donc voilà. Et donc voilà, tout était anticipé, et Epic Games a un peu, on va dire, terminé d'enfoncer le clou sur Apple principalement, en faisant un bon coup de com', en sortant et en ayant préparé une vidéo assez marrante qui reprenait la pub du Macintosh de 1984. Là, je suis calé sur les dates. Du Macintosh de 1984, qui mettait en scène, on va dire, une athlète qui courait dans de longs couloirs et qui arrivait dans une grande salle dans laquelle on voyait des gens un petit peu hypnotisés par un écran sur lequel un vieux monsieur racontait beaucoup de choses et formatait un petit peu la société, et avait terminé ça par 1984 ne ressemblera pas à 1984, en référence au roman de George Orwell. Voilà, petit point culture. Donc voilà. Et là, pour le coup, Fortnite Epic Games a fait un petit peu la même chose, en reprenant du coup cette publicité et en la détournant, en remplaçant le vieux monsieur par une pomme, un monsieur pomme un petit peu avarié avec un asticot, etc. Et voilà. Et un personnage de Fortnite qui lançait du coup la fameuse pioche. Donc quelque chose d'assez marrant, qui du coup se veut en opposition au modèle économique des Apple Store, enfin pas des Apple Store, des App Store et du Google Play Store. Donc voilà, quelque chose d'assez fun. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette polémique? Qu'est-ce que tu en penses plus généralement de ce ponctionnement par Apple et Google du coup sur les applications, étant donné que tu es toi-même développeur? Alors ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche directement. Déjà, je pense on peut encore une fois féliciter Epic Games, donc qui est la société mère de Fortnite, pour leurs coups de com' qui sont toujours assez puissants, hein, complètement brillantissime celui-ci, hein. Brillantissime. Ils font vraiment des dingueries, de l'inédit à chaque fois. Là, c'est très fort. Je me demande presque si ce serait pas d'abord un coup de com' et après un vrai défi face à Apple pour essayer de limiter cette taxe que prend Apple, parce que au final ça fait un bruit monstrueux, plus loin que la sphère juste des gamers et vraiment jusqu'à la sphère tech un petit peu plus généraliste, on va dire, hein. Et on peut même compléter jusqu'à la sphère politique, hein, parce qu'on le rappelle, les GAFAM, plus généralement, sont visés par une enquête de la Commission européenne sur les abus de position dominante. Donc voilà, le timing était aussi plutôt bon.
On peut vraiment féliciter Epic Games pour son coup de com' incroyable qui tombe à pic, hein, justement. Ah bah vraiment. Qui tombe épique, énorme. Enfin, En effet, c'est épique. Et puis, enfin, c'est la beauté aussi du fait que tout le monde s'est dit Fortnite, ils se sont fait avoir par Apple qui les a bloqués sur le store après qu'ils aient essayé de les entuber. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient préparé une parodie, mais qui est même pas vraiment une parodie, mais une refonte d'une pub mythique d'Apple, hein, quand même, cette pub de 1984. C'était une pub qui avait été diffusée pendant le Super Bowl, qui fait partie même de l'histoire de la pub. De l'histoire de la pub, de l'histoire de la tech, de beaucoup de choses, ouais, c'est sûr. C'est vraiment un monument un petit peu de la publicité dans le monde technologique qu'ils ont repris et de manière très bien foutue en remettant à fond l'univers Fortnite, donc vraiment très fort. Pour en aller au sujet de ces 30% de taxes que prennent Apple mais également Google sur les achats in-app qui sont faits dans les applications téléchargées depuis leur store ou sur les applications achetées depuis le store, c'est un sujet vraiment délicat, vraiment compliqué. J'ai du mal à me forger un avis stable sur le sujet. C'est une pratique qui a souvent été remise en question, notamment par les géants, hein. Spotify en avait beaucoup parlé, l'avait beaucoup dénoncé notamment, mais qui en fait est un avantage et un inconvénient. Il me semble qu'on l'avait abordé très rapidement ce sujet dans un précédent épisode, mais en fait... Oui, à propos de l'application Hey, justement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais en fait, ce système d'Apple ou de Google, c'est-à-dire le Play Store et l'Apple Store, le système également qui permet d'intégrer des achats dans vos applications super facilement, de manière sécurisée, de manière fiable, c'est super pratique pour tous les développeurs indépendants ou les petites entreprises parce que c'est des contraintes en moins. Pour 30% de taxes, c'est important, mais par contre derrière on a une plateforme où il y a du monde qui peut trouver l'application, qui peut la télécharger, c'est des serveurs pour les mises à jour qui sont super stable, hein. Apple, Google, c'est des géants, donc il n'y a aucun souci de stabilité. On n'a pas besoin de sécuriser les paiements, ils gèrent tout. Ça propose aussi aux utilisateurs une expérience qui est fluide en fait. Sur toutes les applications, ils vont faire des achats, ils savent que ça va se dérouler de la même manière. Ça évite les arnaques aussi, hein, de faux achats in-app qui ne t'offre aucun truc une fois que tu as payé parce que les utilisateurs sont habitués à cette standardisation et que c'est pratique. Après 30%, c'est important que tu sois un petit développeur ou un gros développeur comme Epic Games, c'est une somme quand même, hein, c'est plus que la TVA par exemple en France, donc c'est relativement important. Mais en fait le problème, je pense qu'il est pas vraiment là à ces 30%, il est plus sur le fait que Apple comme Google, il me semble, interdisent d'utiliser d'autres moyens de paiement dans les applications. C'est-à-dire que si on veut inclure notre propre moyen de paiement sans passer par Apple, on ne peut pas du tout, ce n'est pas autorisé par la politique d'Apple, et c'est pour ça que Fortnite s'est fait bannir. Et en plus de cela, autant sur Android, on peut utiliser des magasins d'applications tiers, autant sur l'écosystème Apple, on ne peut pas, enfin en tout cas sur iOS, on ne peut utiliser que l'App Store. Il n'y a pas de magasin alternatif sur lesquels on peut distribuer nos applications. Et c'est là qu'est vraiment le problème. Et c'est là aussi, à ce niveau-là que porte la plainte, c'est qu'en fait, Epic Games dit penser ou dit pouvoir prouver que finalement le marché de l'App Store, c'est pas un marché propriétaire d'Apple, mais c'est un marché tellement grand, avec des milliards d'appareils qui ont été vendus utilisant cet écosystème, que c'est un marché qui finalement appartient à tout le monde et un marché en lui-même et pas juste une fonctionnalité de l'écosystème Apple. Et en fait, c'est là-dessus que se base la plainte, sur le fait que normalement, on devrait avoir une liberté parce que c'est un marché économique et pas une propriété d'Apple finalement, l'App Store, quoi. Oui, voilà, et c'est pour ça qu'on a aussi l'impression que Epic Games tape un peu plus sur les doigts d'Apple que sur les doigts d'Android, sur lequel on peut télécharger des applications tierces via le web. Et d'ailleurs, donc Fortnite a bénéficié pendant 2 mois
C'est-à-dire que pendant 2 mois, Fortnite, au début, au lancement en tout cas, sur les appareils mobiles, n'était pas disponible sur le Play Store et était disponible seulement en APK, donc l'extension pour installer l'application sur Android était disponible du coup sur le site d'Epic Games directement. Donc Epic avait l'entier contrôle sur l'utilisation de l'application Fortnite sur les appareils Android et c'est quelque chose qu'elle ne peut pas avoir concernant iOS qui pourtant représente une grosse partie des utilisateurs de Fortnite, pas la plus grosse, mais une des plus grosses. Donc voilà, on comprend qu'Epic soit un petit peu énervé par rapport à ça. Moi, sur les 30%, c'est quelque chose que j'ai aussi un petit peu de mal à me positionner, étant donné que je trouve qu'il est nécessaire qu'Apple ponctionne, on va dire, les entreprises, les différents développeurs pour pouvoir faire tourner son App Store, qui pour moi reste quand même une propriété privée, même si c'est devenu un vrai marché, ça reste une propriété privée. Libre aux autres de ne pas vouloir s'y trouver et s'y plier à ces règles justement. Mais du coup voilà quoi. Le truc c'est que bah oui, Apple garde en son sein ses applications, son fonctionnement et du coup a son modèle économique dont elle a la main. Et ça peut se comprendre que les autres acteurs, on va dire les acteurs tiers, soient un petit peu énervés par rapport à ça. Mais bon après voilà, ça peut se comprendre pour le fonctionnement. Là je m'égare un petit peu. Le fonctionnement du coup de cet App Store, le fait d'être fonctionné. Après est-ce que 30% c'est pas un petit peu trop? Probablement. C'est vrai que c'est quand même pas négligeable, comme tu le disais, c'est quand même beaucoup plus que la TVA par exemple en France. Donc c'est quelque chose qui est assez énorme, qui peut pénaliser des petits développeurs, mais aussi des gros. Alors même si on va pas dire que ça pénalise les gros non plus, mais ça leur fait sacrément mal en tout cas. Donc ouais, moi je suis pour cette redevance et ça n'engage que moi. Je suis pour cette redevance. Après ouais, c'est vrai que le montant, il y a un petit problème, quelque chose qui cloche en tout cas par rapport à ça, étant donné qu'on est sur un système de plus en plus à vouloir tirer les prix vers le bas. Les applications et les modèles économiques de chacun veut aussi cela. Spotify, alors pas Netflix parce que ils sont un petit peu à contre-courant de ça en augmentant chaque année leurs tarifs, mais on en parlera plus tard. Mais du coup voilà, les autres acteurs ont tendance à vouloir baisser leurs prix et au final se retrouvent un petit peu bloqués par ces 30%. Et c'est un petit peu le cas du coup avec Epic, qui proposait via l'achat du coup en direct sur son site internet, donc par l'Epic Game Store, proposer les V-Bucks, alors je connais pas les quantités exactes, mais proposer pour un tarif de 7,99, là où si on passait par l'achat in-app, pour la même quantité, on était à 9,99, donc 2 € de différence quand même. Ils redistribuaient en fait leur slogan un petit peu, parce que c'était quand même assez provocateur, c'était qu'ils redistribuaient les 30% d'Apple à leurs utilisateurs. Voilà. Et qu'en fait du coup ils rendaient aux utilisateurs ce qui leur appartenait, entre guillemets, ça c'était vraiment pour le côté provoque. Ouais, c'est encore une fois bon coup de pub. Enfin franchement, moi je vois surtout là-dedans un bon coup de pub avec un bon timing, etc. On est sur une vraie action de com et qui a extrêmement bien marché et on n'a qu'à regarder les réactions sur les réseaux sociaux qui sont pour la grande majorité en faveur d'Epic Games. Voilà. Mais bon, c'était un bon sujet. Je pense que c'est un petit peu le feuilleton de l'été, honnêtement. Ouais, c'est sûr que ça va être le feuilleton de cette fin d'année même, peut-être. Toi, ce serait quoi tes pronostics, tiens? Comme ça, on checkera ça en fin d'année dans la causerie tech. C'est quoi tes pronostics? Comment va se continuer cette affaire? Alors moi je pense que le fait que Fortnite soit banni de l'Apple Store, de l'App Store et du Play Store d'ailleurs, c'est quelque chose de provisoire, forcément que j'y crois vraiment,
qu'Epic Games va revenir en arrière là-dessus, va juste garder l'achat in-app pour le moment, en tout cas sur son application, et histoire de retrouver ses utilisateurs en fait, hein, tout simplement. Par contre, je pense que ça n'en restera pas là concernant la plainte, etc. Et qu'il y a peut-être moyen que les choses évoluent du côté d'Apple, même si j'ai un petit peu de mal à y croire. Mais on se dit pourquoi pas. Est-ce que Apple ne pourrait pas, en cette fin d'année, en plus en étant visé par une enquête, etc. Ce bad buzz aussi qu'il y a eu, qui n'est pas le premier sur le sujet. Est-ce que Apple va pas décider de revaloriser, on va dire, ce prélèvement, on va dire, cette cotisation de chaque développeur pour l'Apple Store? Je sais pas, moi j'aimerais y croire en tout cas, je sais pas si c'est quelque chose de réalisable, mais j'aimerais y croire. Mais en tout cas, je pense que le bannissement de Fortnite est que provisoire, hein. Ouais, bah, je t'avoue que j'aimerais y croire au fait qu'Apple bouge, change en tout cas sa politique à ce niveau-là. J'ai du mal à y croire, excepté bien sûr selon le résultat des actions en justice, hein, qui pourraient obliger Apple à changer leur position. Après, pour Fortnite, je suis pas si certain que ça revienne de sitôt. Sur l'Apple Store notamment, sur le Play Store c'est peut-être plus probable parce que finalement on peut encore télécharger Fortnite, hein, sur la plupart des appareils Android parce qu'il y a énormément de stores alternatifs. Malgré tout, le Play Store c'est clairement le principal, celui qui apporte le plus de monde à Fortnite, mais je pense que ça va être un petit peu chaud entre Fortnite et Apple. Il risque d'y avoir des petits, voire gros coups de pression entre les deux entreprises à ce niveau-là, et je serais pas choqué de voir au moins un petit mois sans Fortnite sur l'Apple Store et qui reviennent délicatement. Ouais, c'est probable. Après, est-ce qu'ils vont se permettre de sacrifier leurs utilisateurs pour la rentrée? Leurs utilisateurs qui sont principalement jeunes, qui jouent à Fortnite pour beaucoup dans la cour de récré. On l'espère à la rentrée si les cours de récré réouvrent avec la crise sanitaire, hein. Mais voilà. Donc est-ce qu'Apple, est-ce que Epic Games va vouloir sacrifier, on va dire, ces jeunes utilisateurs? Je sais pas. Pour l'été, en tout cas, en ce moment, c'est pas tellement gênant qu'il n'y ait plus énormément d'utilisateurs sur ces plateformes-là, parce que c'est l'été, parce que voilà, les gens n'ont pas que ça à faire non plus de jouer. C'est relatif, ça, hein. C'est relatif, mais bon, en partant en vacances, etc., ça va jouer un petit peu, mais c'est plus de l'occasionnel, plutôt que du vrai jeu vidéo. Donc bon. Pour moi, je pense que à la rentrée, on pourra, et du moins c'est ce que je pronostique, hein, rien de sûr là-dedans, on avancerait en tout cas. Je pense que Fortnite va revenir plutôt rapidement, en tout cas, oui, peut-être d'ici un mois, d'ici 3 semaines, un mois. Ouais, et puis, donc voilà. Il y a quand même le fait qu'en attendant, c'est une situation où les deux entreprises sont perdantes, hein. C'est-à-dire que c'est des bénéfices en moins pour Epic Games, mais c'est également des bénéfices en moins pour Apple, potentiellement des ventes d'appareils en moins. Ce serait complètement marginal, hein, par rapport au nombre de ventes que fait Apple, mais ça peut tout à fait décourager des jeunes utilisateurs de passer sur un iPhone si leur jeu préféré n'est pas disponible dessus. Donc il y a quand même des gros enjeux derrière, je pense, business, qui peuvent faire bouger cette situation, mais en même temps Epic Games attaque fort, hein, et vraiment c'est un petit peu jeté à corps perdu dans cette bataille, donc ça me paraîtrait étonnant de les voir faire marche arrière aussi rapidement. Oui, c'est vrai, ou alors ils auraient tout intérêt à le faire très discrètement. Mais je voudrais juste revenir sur le petit point que tu disais, le fait de décourager des utilisateurs. C'est quelque chose qui est plutôt vrai et c'est quelque chose qui pourrait se produire, étant donné qu'on sait que les futurs consommateurs, on va dire, sont les plus jeunes, hein, et c'est assez naturel sur ce point-là. Est-ce qu'un jeune qui s'est vu privé de son jeu préféré sur son smartphone continuera d'appartenir à l'écosystème d'Apple dans quelques années? C'est une vraie question. On verra probablement peut-être quelques répercussions dans quelques années, parce que Fortnite c'est quand même un jeu qui a un certain aura chez les jeunes. Donc voilà, est-ce que ça va impacter ça? Je sais pas.
Je sais pas, mais il est vrai que quand on est jeune, on a vite, et d'ailleurs moi-même, hein, on a vite le détestement, je sais pas si on peut appeler ça, le dégoût, on va dire, d'un produit ou d'une marque plutôt qu'une autre. Moi-même, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de mal avec l'écosystème Apple que je trouvais très renfermé, etc., etc. Au final, maintenant, il en est tout autre. Mais est-ce que du coup, un jeune qui aura été un peu trahi par Apple continuera d'être sur son écosystème plus tard? C'est une vraie question, à voir. Eh ben, on verra ça dans les prochains épisodes, on verra ce que valent nos pronostics, hein. C'est vraiment du pronostic, je le rappelle pour vous les auditeurs, ça n'a aucune valeur, hein. Ne vous dites pas Romain et Arthur l'ont dit, ça va se passer comme ça, surtout qu'on n'est pas vraiment d'accord, mais c'était plus voilà, pour l'exercice aussi, pour pousser un petit peu la réflexion un petit peu plus loin. Enfin moi j'en ai fini sur ce sujet. Qu'est-ce que t'en penses? J'en ai fini aussi, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Là maintenant, il faut laisser le temps faire les choses, la justice faire les choses, et ces deux entreprises agir aussi pour leurs intérêts quand même. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que ces sujets de domination des GAFAM, je pense qu'on pourra le réaborder, hein, dans quelques épisodes prochains, parce que c'est un sujet qui est déjà sur la table depuis quelques temps et là qui commence à entrer en justice, donc il peut y avoir des gros changements dans les mois et dans les années à venir à ce niveau-là. Oui, tout à fait, on n'est pas au bout de notre actualité avec tout ça. Bon, moi je te propose de s'arrêter là. C'était un épisode assez intéressant sur différents sujets vraiment variés pour le coup. Ouais, j'espère qu'il aura été intéressant. J'espère qu'il aura été intéressant. En tout cas, il a été intéressant à enregistrer pour moi. Donc très sympa, très cool. Je te propose d'avoir le mot de la fin cette fois-ci. Oh là là, quel honneur. Eh bien, j'espère que cet épisode de la causerie tech vous a plu, que les sujets qu'on a abordés aussi vous ont apporté des informations, des réflexions un petit peu nouvelles. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de la causerie. On essaye de garder ce rythme. Là, on a enregistré le podcast un petit peu plus tôt cette semaine pour ne pas rater la Champions League. Donc, normalement, on sera à l'heure pour les prochains. Je vous remercie. N'hésitez pas à noter le podcast si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, à venir nous contacter sur Twitter pour nous donner vos feedbacks, ce qui nous aidera à progresser. Et puis salut tout le monde, salut Arthur. Salut Romain et salut tout le monde, bonne soirée.